Bonjour à tous chers amis, je vous espère en pleine forme, dans la joie et la bonne humeur. Je vous propose aujourd'hui de faire un grand test d'anglais. Pourquoi un grand test d'anglais? Puisque je vous ai préparé 10 questions qui vous permettront de vous situer quant à votre niveau. C'est l'objectif de cette vidéo. On va procéder de cette façon. Je vous montre les questions, d'accord? Ce que je vous propose de faire, donc elles vont défiler comme ça, évidemment moins vite, c'est qu'à chaque fois vous notez par exemple 1, B et on fait la correction ensemble et je vous explique quelles sont là où les bonnes réponses. En fait, ce ne sont pas les bonnes réponses. À chaque fois, vous avez une seule bonne réponse. Donc par exemple, ça peut être le A, ça peut être le B, ça peut être le C, ça peut être le D. Je vais vous donner éventuellement des indices. Vous pouvez aussi le faire sans indices, donc sans écouter mes éventuels conseils. Notez bien à chaque fois la bonne lettre et on corrige ensemble. Alors, vous allez me dire, ok Adrien, mais j'ai quel niveau en fonction des bonnes réponses? On voit ça juste après les questions. Donc, je joue au foot tous les samedis. Ici, la clé, c'est l'indicateur de temps. Ok? C'est bon? C'est bon? Ok, parfait. Complétez avec évidemment le ou les bons mots. Donc, je vous ai mis la phonétique parce qu'on en reparlera. Supermarket, vous avez votre accent tonique ici et groceries. Parce que ça sert à rien, même si on fait un test d'anglais, de pas avoir la bonne prononciation. I went to the supermarket, groceries, pour faire des cours, donc pour acheter des courses. A or B or C or D, what do you think? Ok, notez bien, c'est parti. Vous retrouvez toutes les diapos, évidemment, avec les bonnes réponses. Vous pouvez cliquer sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien juste en dessous pour tout télécharger. Donc, non seulement, écoutez bien, vous avez toutes les diapos, vous avez aussi un autre test qui reprend les difficultés que vous avez ici pour voir si vous avez bien compris. Donc, faites-le seulement après. Et troisième chose, et non des moindres, vous avez la possibilité de réserver votre place pour la conférence que je donnerai, donc formation en ligne d'anglais, le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent, ce jeudi 14 octobre à 20 h. C'est sans doute la dernière fois que je le fais cette année. Donc si vous voulez réviser, et réserver, je vais y arriver, votre place, c'est parfaitement gratuit. Cliquez aussi sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Attention, les places sont limitées. Bon, j'espère que pendant ce temps, vous avez regardé. Donc là, je vous aide un petit peu. Ici, c'est le phrasal verb qui signifie descendre. Avec donc, comme base verbale, to get. Ok? Ici, c'est la préposition pour l'emplacement. Et là, c'est la préposition de direction de mouvement. Voilà, je vous ai vraiment aidé. Okay. Vous pouvez répondre, c'est pour ça que je ne vous donne pas les indices tout de suite sans écouter mes conseils, ce qui évitera à certains d'entre vous de me maudire parce que du coup, ça devient plus facile et vous avez raison, vous avez peut-être envie de faire le test sans que ça soit, entre guillemets, plus facile. J'ai besoin d'aide parce que je n'ai pas beaucoup de temps. I need help because I don't have. So, j'ai besoin en fait d'un peu d'aide. Ici, c'est d'un peu d'aide. Ok? Donc, la clé, c'est bien comprendre la différence entre les dénombrables et les indénombrables pour bien répondre. C'est bon? Parfait. Continuons. So, la fille qui attend à l'arrêt de bus est la cousine de John dont le père est enseignant. Donc là, il ne faut pas vous tromper entre ce qui est sujet, objet, d'accord? Et on distingue
le fait que ce soit une personne ou un objet. À vous de choisir les deux mots qui correspondent. De manière tout à fait logique. Vous pouvez aussi le faire par déduction. Après tout, c'est un test. Mais ce qui va nous intéresser dans la correction, c'est évidemment comprendre pourquoi c'est pas telle ou telle réponse et comprendre pourquoi cette réponse et uniquement cette réponse est la bonne réponse. Ensuite, chers amis, pourriez-vous me dire quand arrive le prochain train? Donc là, je vous laisse regarder la bonne réponse, trouver la bonne réponse. La clé ici, c'est de comprendre qu'après when, en fait, vous avez une interrogative indirecte. Donc, comment ça va se former grammaticalement? Pourriez-vous me dire quand arrive le prochain train? Je dis ça, je dis rien. Je souligne ça par hasard, bien évidemment. So, complétez. Quand elle ira à New York, elle aura de l'argent. She'll go to New York when she some money. À vous de trouver, en fait, la bonne forme, mais aussi le bon temps. OK? C'est bon. Vous notez simplement, encore une fois, 7C par exemple. Pas besoin de noter la bonne réponse, puisqu'on va tout revoir ensemble. Je vais peut-être un petit peu vite, mais c'est normal. C'est pour se rapprocher un peu des conditions réelles. J'habite à Paris depuis 4 ans. Alors celui-ci, faites-moi plaisir, vous me trouvez tous la bonne réponse. OK? Et donc, vous commencez par à la fois le bon temps et déterminer si c'est for ou since. Voilà, je vous ai vraiment aidé. OK? C'est bon? Je vois que certains ont encore besoin de 3 secondes. 1, 2, 3 seconds. OK. Question number 9. Ils auraient dû, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge depuis le début de la vidéo. Ils auraient dû me prévenir. Devoir. Je dis ça, je dis rien. Could, should, quelle forme on met derrière? C'est bon? Non, encore un petit peu de temps. OK. OK, j'attends. On passe à la dernière question, chers amis. On lui a dit que son rendez-vous avait été annulé. C'est donc une voix passive dans notre phrase en anglais. OK? Appointment, c'est le rendez-vous. Appointment. Pas appointment ou appointment, non. Appointment. Vous voyez, vous avez en phonétique votre apostrophe ici qui indique que la syllabe qui est derrière, les syllabes sont séparées par des points, et celle qui est porteuse à l'accent tonique. Donc en fait, toutes ces lettres, le T inclus, sont porteuses de l'accent. Donc c'est cette syllabe qu'on va accentuer. Appointment. So, did you find the right answer? The right answer? Did you find it? Yes or no? Je vous propose de voir ceci tout de suite. So, bon, je joue au foot tous les samedis. Donc là, aucune excuse. C'est un présent simple. Tous les samedis. Every Saturday. Alors, première chose. Majuscule à tous les mots, les jours de la semaine et les mois en anglais. So, Monday, June, for example. Okay. Capital letter, every Saturday. Donc là, vous en aviez de partout, mais every Saturday, c'est comme each Saturday. Vous mettez au singulier. Donc du coup, ça ne pouvait pas être des. Ensuite, on sait que c'est un présent simple. Donc ça ne peut pas être a. Et I am play, ça n'existe pas. C'est totalement faux. Donc la seule bonne réponse est B. Ladies and gentlemen. Did you find the right answer?
Ok. Quand on a fini le test, est-ce que vous pourriez mettre le nombre de bonnes réponses que vous avez? Là, comme il y a 10 questions, on va faire vraiment très simple parce que vous voyez, par exemple, vous n'avez pas de compréhension orale, donc c'est pas le test le plus complet du monde et vous avez seulement 10 questions, mais ça vous donnera déjà une bonne idée. De 0 à 3, vous êtes niveau A2 maximum. De 1 à 7, allez, vous arrivez, on va dire, niveau intermédiaire, ok? Donc, allez, j'enlève le 2. Niveau débutant, niveau intermédiaire et 8, pardon. Et plus, vous êtes, allez, B2, c'est-à-dire intermédiaire plus, et vous allez sur le C, c'est-à-dire l'avancé. D'accord? Niveau avancé. Bon, c'est très sommaire comme explication, j'en conviens, comme échelle de mesure plutôt, mais ça vous donnera une bonne idée, d'accord? Et alors, je veux surtout pas que ça soit une sanction pour vous. On n'est pas à l'école, on n'est pas là pour donner des notes. Faut relativiser les choses. Le but du jeu, c'est voir là où vous devez progresser. Donc, on voit les choses de manière positive parce que c'est exactement comme ça qu'elles le sont. C'est pas la méthode Coué, d'accord? Non, ça vous permet de voir là où vous devez progresser, de comprendre vos erreurs qui sont sur vraiment des points essentiels de l'anglais, donc de vous améliorer singulièrement, c'est-à-dire en peu de temps, d'accord? Et de manière efficace. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires. Mais vraiment, j'insiste, ce n'est pas une sanction. Je sais que certains d'entre vous, vous détestez les notes et j'en fais partie. Moi, j'avais une prof qui rendait les copies par ordre décroissant. Donc, elle commençait meilleure note, deuxième meilleure note, troisième meilleure note. Et vous attendez. Première copie de ma vie en anglais, sixième, dernier, 6,5 sur 20. Véridique. Bon, évidemment, je m'en vante pas auprès de vous, mais tout ça pour vous dire qu'on a chacun ses mauvais souvenirs. Donc, je vois très bien ce que vous pouvez ressentir lorsqu'on parle de notes. Ce n'est pas une note ici, ça vous permet de vous situer et après de savoir comment vous allez progresser. Ok, guys? Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas les digressions et qui veulent aller à l'essentiel, mais c'est aussi important et c'est vital que je prenne en compte, ou que j'essaye en tout cas de prendre en compte les besoins de chacun. Je suis allé en ville pour faire des courses. Okay? So I went to the supermarket to buy groceries. Why? Okay. Dans le but de, quand c'est afin de, dans le but de, vous avez une seule préposition possible, c'est to, et derrière vous mettez en fait la base verbale. La base verbale, qu'est-ce que c'est? C'est votre infinitif sans le to, ok? Donc dans le but de, afin de, c'est to. Buy. Vous ne pouvez pas avoir to buying groceries, ok? Vous ne pouvez pas avoir buy tout seul. Ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Et si vous avez for, vous avez ing. Et for plus ing, ça s'emploie pour décrire la fonction de quelque chose, ok? For example, a device for taking pictures. Un dispositif, un équipement qui a pour fonction de prendre des photos. Mais vous voyez, ce type de construction, c'est-à-dire la fonction qui a pour fonction de, ça va être 1 fois sur 20 et 19 fois sur 20, ça va être afin de, dans le but de. Donc ça, c'est une forme que vous allez rencontrer assez rarement. D'accord? On l'a vu récemment dans une précédente vidéo. Vous allez me dire, Adrien, oui, mais il y a quelques verbes comme, for example, I look forward to meeting with you, okay? So, to look forward to, on met ing derrière. Parce que là, je viens de vous dire qu'après ing, on n'avait pas, après to, on n'avait pas de ing. Oui, sauf pour certains verbes très rares, comme, alors pas très rares, mais il y a quelques verbes en anglais, donc ça reste. Donc, c'est vraiment rare, mais ce sont des verbes par contre tout de même courants. To look forward to, et derrière on met ing. I look forward to receiving your reply.
Vous pouvez tout simplement dire I look forward to your reply. Voilà. C'était vraiment pour être complet, chers amis. OK? C'est bon? Parfait. Ensuite, il est descendu du bus. Donc, quel est le phrasal verb pour dire descendre? D'ailleurs, vous m'avez posé la question pourquoi ce n'est pas down comme préposition. C'est tous les mystères et l'histoire de la langue anglaise. Malheureusement, il n'y a pas forcément de sens. C'est to get off. À savoir quand même que quand vous avez la particule off, vous avez l'idée d'une cassure. Par exemple, to take, c'est prendre, c'est prendre. To take off, c'est enlever. Vous voyez, vous avez cette cassure. To get off, c'est vous êtes dans le bus et vous n'y êtes plus. Donc, vous avez cette idée un peu binaire de blanc, noir, 0, 1, de cassure, d'accord? Ou par exemple, chuter, c'est to fall off. Mais vraiment. Là, vous chutez complètement. To fall off. Alors que to fall, c'est simplement tomber. OK? Donc, he got off the bus at the last stop. C'est l'emplacement, comme je vous l'ai signalé ici. So, off at the last stop and went, on l'a déjà vu, aller à, went to go to the mall. The mall, c'est the shopping center et ça, c'est très, très américain comme terme et c'est extrêmement courant. C'est the mall, le centre commercial. Il faut quand même comprendre qu'aux États-Unis, un centre commercial, ça se rapproche parfois plus d'un parc d'attractions, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose où vous pouvez y passer, déjà c'est énorme, vous pouvez y passer toute la journée et c'est vraiment centré autour du plaisir des gens. On est bien au-delà de la simple fonction, je vais faire mes courses dans la grande surface, je repars. Peut-être que j'ai fait un autre magasin à côté. Non, là pas du tout. Donc, c'est vraiment un mot, un terme que vous devez de maîtriser. Vous l'avez compris. Réponse A, chers amis. OK? Bon, j'espère que ça se passe bien pour vous. J'ai besoin d'aide dans le sens où vous appréciez, pas dans le sens où vous avez la meilleure note possible. À la limite, on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est de progresser. J'ai besoin d'aide parce que je n'ai pas beaucoup de temps. So, j'ai besoin d'un peu d'aide. OK? Comme je vous l'avais dit, c'est un peu. So, I need un peu. Quelle est la seule solution? J'ai besoin de peu d'aide. Peu, j'ai besoin de peu d'aide. I need little help. Non, I need a little help. J'ai besoin d'un peu d'aide because I don't have much time. Alors, pourquoi c'est pas many time? Tout simplement, dès que vous avez besoin d'une unité de mesure pour compter quelque chose, regardez, vous pouvez dire one car, two cars. Vous n'avez pas besoin d'unité de mesure. Vous ne dites pas 1 kilo de voiture ou une tonne de voiture. Du coup, on dira many cars. Mais le temps qui passe, on ne dit pas 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Non, on dit une seconde. Et une seconde, c'est en fait une fraction du temps. D'accord? On dit 1 heure, etc. Donc, c'est un indénombrable. Quand vous avez besoin d'une unité de mesure, en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le compter, ça veut dire qu'on a besoin d'un intermédiaire pour le compter. D'accord? Et c'est donc le cas de time, puisqu'il faut des seconds, il faut des hours, il faut des minutes, etc. Du coup, c'est toujours much quand vous avez un indénombrable, c'est-à-dire quelque chose pour lequel il faut une unité de mesure. Vous ne dites pas un beurre de beurre. Vous dites, for example, a pound of butter. Donc, ce sera aussi pour butter, pour le beurre, much. OK, guys? Mais pour les voitures, c'est many. C'est un dénombrable pour le coup. OK? So, là, c'était facile. De toute façon, avec a little, vous trouviez déjà la bonne réponse, mais je veux qu'on comprenne pourquoi c'est much time. OK? So, how much time do you have? Combien de temps as-tu? Et surtout pas how many time do you have? C'est bizarre parce que combien de temps on dirait que je peux avoir 1 temps, 2 temps, 3 temps. Non. En fait, c'est quelle unité de mesure pour mesurer le temps tu as, littéralement. OK? How much time do you have? How much time do you
have. C'est marrant parce que j'ai presque l'impression que j'écris bien. Ça fait assez longtemps que vous ne m'avez pas mis que mon écriture. Laissez à désirer dans les commentaires. Donc, j'espère que c'est OK. Bon, évidemment, je rigole, chers amis. Je vais essayer d'améliorer tout ça. Mais commençons, en termes d'amélioration, par votre anglais. So, the girl is waiting at the bus stop. Donc, vous voyez, là, c'est la fille qui attend à l'arrêt de bus. Donc, c'est elle qui fait l'action. Du coup, c'est une personne, donc ça ne peut pas être which. Which, c'est pour un objet. OK? Donc, ça peut être que who. Donc, on sait que déjà, c'est soit A ou B ou C. So, she's John's cousin dont le père est un teacher. OK. Donc, c'est le père de qui? De that girl? No. C'est le père. So, the girl who is waiting at the bus stop. La fille qui attend l'arrêt de bus. C'est la cousine de John. OK? Et le père de John est enseignant. OK? Donc, c'est le père de quelqu'un. Donc là, c'est pas une possession, évidemment, pratiquement parlant, c'est l'appartenance. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce que ça va être which? Non, c'est pour les objets. Est-ce que ça va être whose ou est-ce que ça va être who? L'appartenance, ça va être whose. C'est exactement comme quand vous dites whose. Alors, attention. Au niveau phonétique, c'est comme ça. Donc, au niveau prononciation, c'est pas whose. On ne prononce pas le W. Whose. Whose book is it? À qui est ce livre? OK? Donc, à qui est ce père? OK? À John's cousin, qui est that girl. OK? So, whose book is it? Et même en français, on fait souvent la faute avec le don qu'on remplace par un que. OK? Whose. Alors, rassurez-vous, si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, ça vient petit à petit, et ça vient d'ailleurs assez intuitivement, mais ici, en fait, il faut comprendre que c'est, donc là, c'est la possession, et pour une personne, c'est l'appartenance. OK? Si vous avez des questions, chers amis, bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires. Pourriez-vous me dire quand arrive le prochain train? Could you please, il n'y a pas de please, could you tell me when? Donc, en fait, là, c'est une interrogative indirecte. C'est exactement comme en français. Regardez, vous avez en fait votre question, l'inversion sujet-verbe, elle est faite ici. On dit, pourriez-vous me dire quand arrive le prochain train? On ne dit pas, pourriez-vous me dire quand le prochain train arrive-t-il? Vous voyez, on ne fait pas une question ici. La question est suffisante quand elle est faite au début, d'accord? Dans la proposition principale. Et en anglais, on fait exactement la même chose. OK? So, vous voyez qu'ici, on a posé une question de manière directe, donc ça ne convient pas. Là aussi, OK? Et là, on a un petit souci. When arrives the next train, c'est une traduction du français en anglais et l'anglais n'est pas du français en anglais. Du coup, comment on va former notre subordonné ici? Avec le verbe à la fin, quand le prochain train arrive. When the next train arrives. Donc, je ne vais pas rentrer dans des considérations de syntaxe, c'est-à-dire d'ordre des mots, etc., vous présenter la théorie. Simplement, vous retenez ceci. Quand vous avez votre proposition principale, qui est ici, pourriez-vous me dire, et après, quoi, ce dont vous avez besoin? Donc ça, c'est votre deuxième proposition qui suit, qui est rattachée à la principale. Vous n'avez pas besoin de poser la question une deuxième fois, comme en français. Et vous mettez donc bien le S de la troisième personne du singulier, puisque c'est the next train. Et vous mettez votre verbe à la fin. C'est donc réponse
A. OK? When the next train arrives. Et là, spécifiquement, je l'ai faite pour que vous compreniez bien que, effectivement, il y a peut-être un souci là, c'est pas exactement comme en français, mais je suis pas sûr. Donc, je pense que certains d'entre vous ont hésité, je vais y arriver entre le A et le C. When the next train arrives. Si vous avez fait de l'allemand, pour vous, c'est plutôt intuitif, puisqu'en allemand, dans les subordonnés, on met le verbe à la fin. OK? Retenez simplement, vous pouvez noter la phrase, la retenir, noter la traduction dans votre cahier d'apprentissage et ça va vous permettre petit à petit d'acquérir des automatismes dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Ensuite, un piège dans lequel on tombe tous au moins une fois en anglais. Qu'est-ce qui suit when? Quel temps suit when pour exprimer le futur dans une subordonnée? Alors, pourquoi tu nous parles beaucoup de subordonnées, Adrien, aujourd'hui? Regardez. She'll go to New York. Elle ira à New York. En soi, cette phrase, elle se tient. D'accord? On n'a pas besoin de when she some money. OK? Par contre, si je vous dis simplement quand elle aura de l'argent, ça ne fonctionne pas. Si simplement je prononce, je vous connais pas la phrase quand elle aura de l'argent, et là vous avez envie de dire, ok, qu'est-ce qui va se passer et donc, vous voyez, en fait, elle est subordonnée, c'est-à-dire qu'elle est conditionnée. Là, ce bout de phrase est conditionné au reste. Et quand vous avez justement un bout de phrase qui est conditionné au reste, qui commence par when, et vous voulez exprimer le futur en anglais, vous n'utilisez pas le futur simple, vous utilisez le présent simple. So, she'll go to New York when she has. Et c'est pas have évidemment, parce que c'est la troisième personne du singulier. Donc, c'était answer B, ok? Donc, pour retenir facilement, souvenez-vous de celle-ci. La subordonnée, elle peut être en premier. Hein. C'est pas parce qu'elle est subordonnée qu'elle est automatiquement en second. When I'm rich, quand je serai riche, I'll go to New York, for example, ok? Donc ça, c'est vraiment une phrase facile à retenir avec une majuscule ici, ok? When I'm rich, I'll go to New York. Et c'est pas when I will be rich. C'est pas when I will be rich. When I am rich. Ok, guys? When I have some money, I will go to New York. Même chose. Est-ce que c'est clair pour vous? Yes? Ok, perfect. Let's go! C'est sans doute ma question préférée, chers amis, des 10. J'habite à Paris depuis 4 ans. Donc, habiter est ce qu'on appelle un verbe d'état. C'est-à-dire que comme to be, comme to become, comme to live. Donc, ce sont des verbes qui prennent rarement une forme continue. Donc, c'est-à-dire avec un ing. Première chose. Donc ça, vous le gardez en tête. Mais le plus important déjà, c'est de se dire, c'est que j'habite à Paris depuis 4 ans. Donc ça commence dans le passé, ça continue dans le présent. On est d'accord? Depuis 4 ans, littéralement. Donc quel est le type de temps qu'on va utiliser? Automatiquement, comme on a un temps à cheval entre passé et présent, ici, donc ça sera un temps perfect et a fortiori le present perfect. OK. Mais vous allez me dire, OK, mais Adrien, je me souviens que justement quand ça continue encore dans le présent, non seulement on utilise le present perfect, mais en plus il faut ajouter une forme continue pour indiquer que c'est encore en cours. Oui, par exemple, I have been painting the house. J'ai peint la maison là. Ça a commencé, ça a continué et c'est encore le cas là au moment où j'énonce cette phrase, je suis encore en train de peindre la maison. Sauf pour ce type de verbe où la forme simple, donc le present perfect, tout simple, present perfect simple, suffit. Donc vous dites I have lived in Paris for 4 years. OK? Vous n'avez pas besoin de dire I've been living in Paris for 4 years. Ce qui ne serait pas faux, mais quand vous faites ça, c'est que vous insistez vraiment sur le fait que ça fait 4 ans que j'habite à Paris. Mais la forme commune, habituelle, si vous ne souhaitez pas mettre d'emphase
d'insistance particulière, chers amis, c'est cette forme present perfect simple. OK? So, si vous avez des soucis avec cette explication, parce que je ne veux pas passer de temps trop de temps sur chaque question, sinon je vais vous faire une vidéo de 1h30. C'est tentant, mais c'est pas terrible pour votre apprentissage. Il ne faut pas que je fasse trop long. Donc, si vous avez des soucis, allez voir la vidéo qui s'appelle « Revoir tous les temps en anglais, I speak spoken » et j'explique tout ceci à l'intérieur. « Revoir tous les temps en anglais, I speak spoken ». C'est une des vidéos qui, je pense, deviendra la vidéo la plus vue de la chaîne où on n'en sera pas très loin. D'accord? Ensuite, tout de même, since, depuis, qui signifie depuis, plus une date. OK? Et for, qui signifie aussi depuis. Donc, c'est pour ça qu'on se plante souvent. Plus une durée. OK? Since June, depuis juin. For 2 years, depuis 2 ans. Donc, ça ne pouvait pas être cette réponse, ça ne pouvait pas être celle-ci. Vous aviez le choix entre les deux. Et alors, ne me faites surtout pas, je vous en supplie, une traduction mot à mot du français. Si vous faites la faute, c'est pas grave. Mais là où vous avez déjà beaucoup progressé, c'est si vous dites, OK, il faut que ne serait-ce que vous dire, et vraiment c'est important, est-ce que c'est le bon temps? Quand vous commencez déjà à réfléchir comme ça change tout. Même si vous faites la faute derrière, c'est pas grave. Il faut se poser la question au lieu de se jeter ventre à terre sur le présent simple en français. Allez, boum, on met I live in Paris. Please do not do this. OK? Think it through. OK? So, je vous ai mis toutes les explications ici. Vous pouvez de toute façon télécharger toutes les slides. Les bonnes réponses, vous aurez tout dessus. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes sur tablette ou sur mobile. Vous avez aussi un deuxième test qui reprend exactement les mêmes difficultés, donc vous êtes gâtés, chers amis. Et pour couronner le tout, vous avez la possibilité de réserver votre place pour la formation gratuite d'anglais qui aura lieu donc jeudi soir à 20h. C'est sans doute la dernière fois que je la fais cette année, donc profitez-en puisqu'en plus les places sont limitées, donc faites vite. On va parler prononciation, compréhension et bien sûr pratique de l'anglais. Même chose, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. À vous de jouer. Alors, vous notez toujours vos réponses et comme ça vous pourrez me dire si vous le voulez bien ce que ça a donné dans un commentaire. Non pas pour se comparer en se disant « Oh, j'ai eu 3 sur 10, je suis nul ». Pas du tout. Pour voir comment vous pouvez progresser. OK? Toujours dans la joie et la bonne humeur. Ils auraient dû me prévenir. Déjà, on a un dû, donc on a un devoir. C'est pas ils auraient pu qui est pouvoir, la capacité. Donc, le could qui pourrait, c'est pourrait, bing, c'est pas lui. Donc, ça peut être should. Ils auraient dû me prévenir. OK? Donc, ils devraient me prévenir. Ils devraient me prévenir. They should warn me. OK? They should. On ne prononce pas le L évidemment. C'est comme could. On ne prononce pas le L. Ce sont des ou courts ici. They should warn me. Ils devraient me prévenir. Ici, c'est ils auraient dû me prévenir. Donc ça, présent. Là, on est au passé. Comment on forme notre modal passé? Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute voilà, on rajoute have, l'auxiliaire, et ici on met le participe passé. They should have warned me. Bon, ça c'est un automatisme à prendre, vous ne pouvez pas l'inventer. Notez la bonne réponse, apprenez une phrase. Donc le have could, là vous avez 2 modaux, donc c'est hors de question. Là vous avez la mauvaise forme au niveau de l'auxiliaire. Elle est toujours invariable, c'est toujours have. Même si vous aviez ici he should have warned me. Ça sera toujours have, donc ça ne peut pas être celle-ci. Résultat des courses, ça tombe bien, c'est la bonne réponse. Answer D. Good job, guys. So, donc vous voyez là, je vous ai un peu corsé les choses sur les 2 dernières questions parce que grammaticalement elles sont un peu costaudes.
On lui a dit que son rendez-vous avait été annulé. Donc, on lui a dit, en anglais, ça va se traduire de cette façon. Comment ça va se traduire? We told, she was told. Exact. Non, c'est pas we told. Parce que ça, c'est une forme. Vous voyez, là, on est sur la forme active. C'est-à-dire, on lui a dit, nous lui avons dit que son rendez-vous a été annulé. Non, en anglais, en fait, vous allez dire I was told. On m'a dit que. Ou she was told. OK? On lui a dit que son appointment avait été annulé. Donc là, il faut se méfier. C'est pas a été annulé. C'est pas a été annulé dans le passé. Donc du coup, conséquence dans le présent, j'ai plus mon appointment. Donc c'est pas du present perfect simple. Donc ça va pas être celle-ci. OK? On sait que ça va être cette forme-là. On lui a dit c'est dans le passé. D'accord? Donc, on sait que c'est pas celle-ci. Et il nous reste donc soit le B, soit le C. Donc, on lui a dit que son rendez-vous avait été annulé. Donc, on lui dit dans le passé, regardez, vous avez le temps qui passe. Nous, on est là. On lui dit, voilà, ça c'est le moment où she was told. OK? She was told what? That her appointment had been cancelled. Et oui, parce qu'en fait, quelqu'un avait annulé avant qu'on lui dise le rendez-vous. Donc ça, c'est une action au passé et une action au passé avant une autre action au passé. C'est du past perfect. Ça correspond au plus que parfait en français. Avait été et pas a été annulé. Du coup, c'est had been cancelled. OK? So, j'avais annulé, forme active. I had cancelled. OK? Et vous voyez ici, vous avez un seul L. Pourquoi? Puisque c'est la forme américaine. En forme britannique, cancelled, vous avez double D. OK? Toujours un mot, bien évidemment. I had cancelled whatever you want. OK? Mais cela a été annulé. It had been cancelled. Alors, je ne vais pas encore une fois vous refaire toute une leçon sur la forme passive, mais c'est juste simplement pour vous donner les automatismes et vous indiquer au fait aussi que c'est une gymnastique intellectuelle et qu'il faut simplement prendre le coup et il n'y a pas de miracle, ça vient avec la pratique. Mais là, on est déjà dans un niveau B2, donc on est intermédiaire plus, d'accord? Donc si vous êtes débutant et que ça vous semble un peu imbitable, c'est tout à fait normal. Vous pouvez chercher I Speak Spoken, voix passive. Vous avez des articles sur le site qui sont un article notamment qui est très très complet et je vous avais fait au moins 3 vidéos déjà sur la chaîne YouTube. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Dites-moi alors comment ça s'est passé. J'attends d'avoir vos résultats dans le test. N'oubliez pas dans les commentaires, le résultat au test dans les commentaires. N'oubliez pas, ce n'est pas une sanction. C'est extrêmement important. Le but du jeu, c'est savoir où vous en êtes et donc comment, ensemble, on va pouvoir progresser et comment, je l'espère, ensemble, on a déjà commencé à progresser. Je vous dis à très vite, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.